À la une de l'actualité, 11 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leur parlementaire et leur président ce 9 octobre au Mozambique où se tiennent les élections générales. Dans ce journal également, face aux rumeurs sur l'état de santé du président camerounais, dans un communiqué officiel, les autorités camerounaises cherchent à rassurer l'opinion. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Le Mozambique tient ses élections générales ce 9 octobre 2024. 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leurs parlementaires et leurs présidents de la République. Ces élections s'y tiennent dans un contexte sécuritaire tendu et un paysage politique inédit. Pour la première fois, ils sont 4 candidats à la présidentielle du Mozambique. Le Front de libération du Mozambique au pouvoir depuis l'indépendance du pays a désigné Daniel Chapo comme candidat. Le choix de cet ancien présentateur télé et radio de 47 ans en a surpris plus d'un. Daniel Chapo n'a pas une grande envergure politique. Ce n'est qu'en 2009 qu'il entre dans la vie politique comme administrateur de district avant de devenir gouverneur de la province d'Inamban dans le sud du pays. Daniel Chapo est le premier candidat du Frélimo à être né après l'indépendance et à ne pas avoir combattu lors de la guerre civile de 1975 à 1992. Certains y voient là le choix du renouveau pour le Frélimo, d'autres une marionnette manipulable par les éléphants du parti. Face à lui, Ossoufou Momad, 63 ans, candidat de l'historique parti d'opposition et ancien rébellion, la Renamo. Ce général, durant la guerre civile, s'était déjà présenté lors du scrutin de 2019 et avait obtenu 22% des suffrages. Litero Simango représente le MDM, le mouvement démocratique du Mozambique, troisième force politique du pays. Mais la vraie menace pour Daniel Chapo reste le candidat indépendant Venancio Mondlane. À 50 ans, cet ancien de la Renamo jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse mozambicaine. Soutenu par le parti Podemos, composé d'anciens déçus de Frélimo, il revendique toujours sa victoire à l'élection municipale de Maputo l'année dernière. Les 45 jours de campagne se sont déroulés dans le calme. Un premier succès pour le commandement général de la police mozambicaine, Bernardino Rafael. 54 infractions électorales ont été recensées par les forces de l'ordre, principalement des dégradations de matériel et 9 cas de violence corporelle, explique le chef de la police. La coalition de la société civile mais Integridad rapporte également quelques incidents isolés. Elle dénonce néanmoins l'usage par le parti au pouvoir des moyens de l'État pour faire campagne. En tout, près de 12 000 observateurs nationaux et internationaux seront déployés dans tout le pays ce jour, selon le secrétaire technique de l'administration électorale. L'Union européenne, la communauté des pays de langue portugaise et la communauté de développement d'Afrique australe sont notamment présentes. Cela ne suffit pas à rassurer l'opinion sur la transparence de ces élections. Le président camerounais Paul Biya, toujours à Genève en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre où il était annoncé. Il n'était également pas présent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris. Pas plus qu'à Hambourg. En Allemagne, en ce début de semaine, la santé de Paul Biya, 91 ans, qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, est source de conjectures et préoccupations ces derniers jours face aux rumeurs sur son état de santé. Dans un communiqué officiel, les autorités camerounaises cherchent à rassurer. Ce qui a fait réagir le gouvernement, c'est une vidéo diffusée en ligne par une chaîne de télévision privée ce mardi. Africa Broadcasting Service est basée à Houston, aux États-Unis. Son présentateur vedette est un leader séparatiste anglophone en exil. Tôt ce mardi matin, que le président Paul Biya était mort, déclarant avoir des informations provenant du Cameroun, de Suisse et de la France.
Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, René Sadi, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination, rumeurs auxquelles il dit apporter un démenti formel. Le chef de l'État, renseigne René Sadi, s'est accordé un bref séjour privé en Europe, mais il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve attentif à l'évolution de la vie nationale, poursuit le ministre de la Communication. Avant ce communiqué, 2 autres ministres, membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti majoritaire, ont aussi dénoncé ces rumeurs. Pour Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ce sont des allégations dénuées de tout fondement. Le ministre du Travail, Grégoire Oonan, a quant à lui déclaré que ceux qui tentent de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort. Les institutions appropriées doivent sévir face à ces imposteurs. Bientôt âgé de 92 ans, la santé de Paul Biya interroge suite à ses absences remarquées à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie où il était pourtant annoncé. Sa dernière apparition officielle remonte à début septembre au sommet Chine-Afrique de Pékin. Dans sa déclaration hier, le gouvernement a annoncé que le dirigeant camerounais rejoindra le pays dans les tout prochains jours. Autre chose, c'est une procédure inédite au Kenya. Les députés ont voté mardi 8 octobre dans la soirée la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Après une longue journée de débat, la motion doit être soumise au Sénat. Elle liste 11 motifs de destitution en rupture avec le président William Ruto. Depuis quelques mois, Rigathi Gachagua lui dénonce un complot politique et des accusations de pure propagande. Pendant près de 2 heures, le vice-président a tenté de se défendre face aux députés. Cette motion de destitution lui reproche, entre autres des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Rigathi Gachagua a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats présentant divers vidéos et documents. Il a nié par exemple son implication dans un scandale de corruption d'approvisionnement de moustiquaires. Il s'est aussi défendu d'avoir accumulé de manière inexplicable un patrimoine immobilier colossal estimé à 36 millions d'euros. Plusieurs propriétés correspondraient, selon lui, au patrimoine de son frère défunt. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale présents, qui se sont prononcés dans la foulée. 281 d'entre eux ont voté en faveur de sa destitution, bien au-delà des 233 voix nécessaires. Seuls 44 députés ont voté contre. La motion de destitution doit désormais être débattue puis votée au Sénat, où 2/3 des voix seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. Au Soudan, alors que l'armée soudanaise enregistre des avancées à Khartoum et à Djabal Moya, lieu stratégique sur le chemin de Khartoum, la ville d'El Fazer est toujours sous le coup de bombardements de paramilitaires des forces de soutien rapide qui visent la capitale du Darfour de l'Ouest. Des bombardements qui ont fait une vingtaine de morts parmi les civils et des dizaines de blessés depuis le début de la semaine. La mosquée du camp des réfugiés d'Abou Chouk a été visée ce lundi, faisant selon le comité de coordination de ce camp un lourd bilan de victimes civiles, 10 morts et un nombre indéfini de blessés. Mardi, 8 victimes sont dénombrées dans le bombardement, cette fois du marché qui dessert ce même camp. Déjà fin septembre, le bilan suite à ces bombardements à Al-Fasher s'élevait à 48 personnes mortes en 2 jours. Les habitants de la ville d'Al-Fasher, 2 millions au début du conflit suite à l'afflux de réfugiés. 800 aujourd'hui selon l'ONU vivent dans des conditions humanitaires très compliquées. La ville est encerclée par les forces de soutien rapide depuis plusieurs mois. Avant cela, El-Fasher a resté longtemps à l'abri de la guerre, ce qui a poussé des milliers de déplacés à se réfugier avant d'être rattrapés par la guerre et obligés de nouveau à fuir. L'ONU a exprimé son extrême inquiétude au cas où les forces de soutien rapide reprennent la ville. La crainte porte sur des probables exactions qui viseraient certaines ethnies comme en 2023. L'armée soudanaise et ses alliés qui réalisent des avancées à Khartoum et dans d'autres États
continue d'envoyer des renforts à El Fasher pour déloger les forces de soutien rapide. Pour finir, au moins 1 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire au Liban. Les humanitaires en sont loin pour le moment, avec 150 000 repas distribués chaque jour par le Programme alimentaire mondial. Chaque jour de guerre, en plus, veut dire des terres cultivées en moins. Les bombardements israéliens ont déjà ravagé près de 2000 hectares de terre dans le sud Liban, auquel il faut rajouter 12 000 hectares abandonnés par leurs exploitants. Avec la plaine de la Beka à l'est et la région du Akkar au nord, le sud Liban est l'une des grandes zones agricoles du Liban. Sauf que la guerre rend impossible l'accès aux champs, explique le directeur du PAM au Liban, Matteo Hollingworth. Dans le sud Liban, on ne récoltera ni les olives, ni bananes, ni les agrumes cette année. Les légumes sont en train de pourrir sur place dans les champs, détaille-t-il. Le pays est déjà dépendant des importations pour se nourrir. Et là, la sécurité alimentaire est encore plus fragilisée parce que ce que le Liban pourrait produire est en train d'être décimé. Un secteur agricole qui s'est effondré au cours des dernières décennies. Quelques 46 000 agriculteurs ont été touchés d'une manière ou d'une autre par la guerre. La question désormais est dans quel état vont-ils retrouver leur exploitation. On espère que les agriculteurs vont pouvoir revenir le plus vite possible dans les exploitations. Mais revenir pourquoi? Très souvent, ils vont retrouver des champs qui ne pourront plus être exploités pendant des années, résume Matteo Hollingworth. Malgré une surface arabe parmi les plus importantes de toute la région, le secteur agricole s'est effondré ces dernières décennies au Liban. La grande majorité des denrées alimentaires sont aujourd'hui importées. Garder l'aéroport de Beyrouth ouvert est de ce point de vue essentiel pour éviter d'aggraver la crise alimentaire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour vivre l'actualité en continu.